Avec Paul Melun qui a bien séché depuis tout à l'heure suite à la grosse ondée qu'il a prise sur le coin du nez en J'aurais dû venant prendre mon jusqu'ici. sèche-cheveux, vous voyez, dans le studio pour pouvoir sécher, mais c'est bien, là, on est bien climatisé, ça va. Ça marche bien. Prenez pas froid quand même. Attention à vous. On est également alors par téléphone puisque en fait il nous explique qu'il était coincé à cause du Tour de France. Moi, j'imagine qu'il aime plutôt regarder le Tour de France. C'est pour ça qu'il nous a fait croire ça. Victor Hérault avec nous. Bonsoir Victor. Bonsoir, je suis effectivement dans les escaliers d'un hôtel et j'ai vu passer le Tour de France sous mes yeux. Voilà, je m'en suis délecté. Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles, et Paul Melun, écrivain et essayiste. Messieurs, intéressons-nous à Emmanuel Macron. Avec ses plus de 10 millions d'abonnés sur X, anciennement Twitter, le chef de l'État raffole de son moyen de communication. Jeudi soir, il a pris de court tout le monde. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître la Palestine comme État à partir de septembre à l'ONU. Le président qui poursuit encore sa communication sur X et seulement sur X. Il écrivait hier soir avoir échangé avec le président turc Erdogan sur la perspective de la conférence pour la solution à deux États. Emmanuel Macron, à votre avis, doit-il continuer à convaincre ou c'est bon ? Paul Melun. À convaincre, ça c'est un exercice qui est de longue haleine, surtout avec un conflit, je dirais, aussi complexe et aussi enlisé que le conflit israélo-palestinien. Dès lors que le président de la République a eu cette déclaration sur la reconnaissance d'un État palestinien à horizon de septembre devant les Nations Unies, il a besoin d'alliés, il a besoin de dialoguer, raison pour laquelle il invoque la relation bilatérale entre la France et la Turquie, la France et l'Égypte. Il a parlé du maréchal Al-Sisi sur Twitter, vous l'évoquiez à l'instant. Il évoque aussi d'ailleurs dans ses différentes interventions les liens qu'il a avec le chancelier Merz, avec Keir Starmer au Royaume-Uni. Le but, c'est d'essayer de créer une coalition de pays qui s'alignerait, je dirais, sur les propositions de la France, c'est-à-dire un cessez-le-feu, une libération des otages et que le Hamas soit démilitarisé, qu'il dépose les armes pour aller vers une paix durable dans laquelle il y aurait effectivement cette reconnaissance de l'État palestinien. Je rappelle là-dessus, c'est une parenthèse, que la solution à deux États, un État palestinien, un État d'Israël, est une solution très ancienne qui a été la ligne de la France depuis quasiment le général de Gaulle, en passant par Pompidou, Giscard, Mitterrand et les autres. Donc il n'y a pas, si vous voulez, je ne vois pas dans la position, je ne sais pas si Victor sera d'accord avec moi, je ne vois pas dans la position du chef de l'État français une rupture avec ses prédécesseurs. Là où on peut avoir une réflexion, c'est peut-être sur le calendrier, et beaucoup d'éditorialistes nous disent que il aurait pu annoncer ça plus tard ou quoi. Moi, je pense que c'est bien de mettre le coup de pied à la fourmilière et d'annoncer cela maintenant. Et désormais, il va falloir convaincre, pour reprendre votre mot, et mettre en place une coalition qui sera pas sur la position des États-Unis, parce que je suis pas bien sûr que Donald Trump sera sur cette position-là. Victor Hérault. Eh bien, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Paul. C'est-à-dire que effectivement, Emmanuel Macron s'inscrit dans la droite lignée de ses prédécesseurs et dans la position historique de la France, qui est, d'être un petit peu le trubillon de l'Europe, cette troisième voie. Voilà, la France impose son choix, sa décision, sa vision de l'histoire et l'impose aux autres pays. Maintenant, le problème, c'est le calendrier. Paul a bien raison. Moi, je ne comprends pas ce calendrier, contrairement à lui. Je ne comprends pas pourquoi relancer ce sujet-là, annoncer qu'on va reconnaître l'État de Palestine un mois et demi avant de le faire, ça je ne le comprends pas. Pourquoi le faire en fin juillet alors que l'Assemblée est fermée, alors que en réalité les gens ne sont plus les Français autant que les parlementaires ne sont plus accrochés à leur siège en train de suivre la politique. Pourquoi est-ce qu'il se remet au centre du jeu maintenant? Pourquoi sur ce sujet-là? Pourquoi se met-il dans la position où il est obligé de dialoguer avec Erdogan alors que les autres pays européens effectivement ne sont pas franchement alignés avec la nôtre? Quant à la solution à deux États, franchement, effectivement, s'il reconnaît l'État de Palestine, ça fera bien deux États. Je ne vois pas en quoi cela fait ou avance vers une solution, puisqu'il va vers la reconnaissance d'un État palestinien avant même que tous les critères qu'il avait lui-même fixés, il faut le rappeler, n'ont pas été remplis, notamment les deux plus importants que sont la sédition du Hamas et la restitution des otages à Gaza. Alors Victor, j'ai peut-être un élément de réponse par rapport au fait que Emmanuel Macron se soit prononcé comme ça en plein milieu de l'été. Pour Frédéric Ancel, politologue qui connaît pour le coup très bien le sujet du Proche-Orient, il nous disait vendredi dans Europe 1 Soir Week-end que le chef de l'État voulait, avec cette reconnaissance, tenter de faire accélérer le processus de paix. Il s'interrogeait par contre sur le fait que ça soit la dramatique situation à Gaza qui fasse agir le président de la sorte et en fait qu'on ne gouverne pas forcément avec l'émotion. Vous en pensez quoi, Victor ?
Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. J'ai l'impression d'une fuite en avant. Si vous voulez, faut pas non plus analyser la chose comme si Emmanuel Macron venait de faire un virage à 180 degrés. Ça fait longtemps qu'il annonce que nous allons, par sa voix, vers une reconnaissance de l'État palestinien. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est là la fuite en avant, l'accélération, le coup d'accélérateur qu'il met, alors même que les 5 conditions, j'en ai oublié 3, mais les 2 principales, je vous les ai rappelées tout à l'heure, ne sont pas du tout remplies. Donc c'est là qu'on ne comprend pas en quoi Emmanuel Macron, est-ce qu'il a renoncé donc des élections l'année prochaine, notamment dans celle que vous évoquiez. Voilà. Oui, voilà. Et voilà, tout à fait. Merci beaucoup de le rappeler. Mais pourquoi alors quel signal est envoyé dans le fait de reconnaître l'État de Palestine alors même qu'on n'a pas rempli les conditions qu'il a fixées? Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces conditions n'étaient pas si importantes finalement, qu'elles n'étaient pas déterminantes, alors qu'elles l'étaient effectivement pour un tas de pays. D'ailleurs, la France n'est pas la seule à considérer, à envisager de reconnaître l'État de Palestine en échange de remplissage de ces conditions. Mais là, si on le fait sans le remplissage de ces conditions, franchement, je ne sais pas quel symbole on renvoie. Vous écoutez Europe 1, 19h37. On est en train de parler avec Paul Melun et Victor Hérault, bien évidemment, de l'annonce d'Emmanuel Macron par rapport à cet état de reconnaissance de la Palestine. En tout cas, du côté de Gaza, l'aide humanitaire vient d'arriver. Des avions jordaniens et émiratis ont largué pas moins de 25 tonnes de denrées, notamment aujourd'hui. Des camions égyptiens ont également commencé à entrer dans l'enclave. Paul Melun, c'était temps? Oui, nous sommes, j'allais dire, au bord d'une crise humanitaire. Nous sommes dans une crise humanitaire à Gaza. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, pour répondre à ce que nous disait Victor, à mon avis, c'est aussi une des raisons de l'accélération de ce calendrier. C'est que donner l'horizon de la reconnaissance d'un État palestinien, c'est aussi participer quelque part à une détente et à une désescalade dans la région dont nous avons besoin, parce que tant que la désescalade ne sera pas là, même si l'acheminement de l'aide humanitaire est fondamental, la crise humanitaire qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qui prend une intensité toute particulière ces derniers mois, va se poursuivre. Donc il faut tout faire, tout ce qui est tout notre pouvoir pour mettre fin à cette crise humanitaire. Alors bien sûr, la voie diplomatique, la réflexion autour de l'État palestinien ne va pas tout régler. La vraie question aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour acheminer cette aide humanitaire? Là, vous l'évoquiez, il y a l'aide humanitaire qui peut arriver de Jordanie et d'autres pays, donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut s'assurer que cette aide humanitaire, elle va pouvoir bien arriver, qu'elle va pouvoir transiter, qu'elle va pouvoir être distribuée, parce que c'était pas le cas il y a quelques semaines. Donc, et que le Hamas ne mette pas la main non plus. Absolument. Parce que l'enjeu aussi, c'est bien sûr, c'est que le Hamas n'a que faire de sa population civile, que le Hamas n'est évidemment pas l'ami des populations civiles palestiniennes, qu'il les a utilisées tour à tour comme bouclier humain. Et comme ensuite, désormais, affameur du peuple, quelque part, considérant par là même qu'on pouvait confisquer une partie de cette humanitaire pour se faire de l'argent ou pour s'en servir à son propre but, à son propre intérêt. Donc oui, il y a un double problème. Il y a le problème de la responsabilité du Hamas, il y a le problème du fait que l'armée israélienne a parfois empêché que l'aide humanitaire arrive en bonne et due forme sur le sol de Gaza. Donc cette situation, elle est tellement inflammable qu'elle nécessite aussi que les Nations Unies soient, si vous voulez, véritablement le fer de lance de cette réflexion autour de l'aide humanitaire, qui est un sujet qui, par-delà les désaccords qu'il peut y avoir politiques, par-delà la condamnation évidemment des terroristes du Hamas, doit tous nous occuper de tout faire pour éviter cette crise humanitaire. Victor Hérault, avec cette situation dramatique qui se passe actuellement à Gaza, je m'interroge sur la stratégie de communication un peu de l'État hébreu depuis plusieurs jours. Certains disent qu'il n'y a pas forcément de famine à Gaza, que les journalistes sur place, eh bien, ce sont des locaux qui rapportent des fausses informations. Je rappelle qu'il n'y a plus de journalistes étrangers, hein. Il n'y a que des locaux qui sont sur place. Est-ce que ça vous surprend comme stratégie de communication ou au contraire vous souscrivez ? Non, je souscris dans le sens non, je ne peux pas cautionner cette stratégie de communication-là. Si vous voulez, le drame qui se déroule à Gaza, une catastrophe humanitaire qui se déroule à Gaza, et je parle bien, là non pas du Hamas, il ne s'agit pas de défendre le Hamas ou quoi que ce soit, hein, je parle bien de la population qui se fait. Voilà, on fait tout à fait. Il est très important de faire le distinguo et de dire ce qu'il s'y passe. Certains, j'ai l'impression, découvrent un petit peu ce drame comme s'il datait d'hier. Ce n'est pas vrai du tout. Il faut en parler. Maintenant, la communication de guerre, hein, parce qu'il s'agit d'une guerre, donc c'est bien d'une communication de guerre qu'il faut distinguer d'une communication classique en politique d'Israël ne me surprend pas tant que ça, mais elle est parfaitement, je veux dire, il faut que la France se dissocie totalement de cet angle-là, parce que je dirais, si Israël n'était pas un pays en guerre, je dirais que c'est proprement scandaleux et que c'est du négationnisme complet qu'est en train de faire Israël sur cette question-là. Il faut justement que la France arrive à faire entendre sa voix vis-à-vis de ce conflit, mais encore une fois, je ne sais pas si la reconnaissance de l'État de Palestine
Palestine par la France va freiner Israël dans l'action qu'il entreprend, notamment le fait de bloquer l'arrivée de denrées alimentaires dans la région, ou est-ce qu'au contraire ça va brouiller nos relations diplomatiques et de dialogue avec Israël, ce qui nous écarterait encore un peu plus du jeu? Ça, je ne le sais pas. Cette question-là est très complexe, donc il ne faut pas voir ça de façon binaire, et il faut bien peser les choses. Paul Melun. Je suis d'accord avec la conclusion de l'argumentaire de Victor. On n'est pas bien sûr que la France, et malheureusement, et ça je le déplore, et c'est pas la faute du gouvernement actuel, c'est très ancien comme mouvement, je suis pas sûr que la France ait toutes les clés dans la région, et véritablement celui qui a les clés aujourd'hui, on parlait de lui tout à l'heure pour la guerre commerciale, on en parle là pour la guerre tout court, c'est Donald Trump. C'est véritablement les Américains qui ont aussi, si vous voulez, la main sur ce terrain-là, notamment dans leur soutien militaire, économique, diplomatique à Israël et à Tsahal. Donc, à moins que Donald Trump téléphone à Benjamin Netanyahou et lui donne si ce n'est des consignes, en tout cas des avis et des conseils sur la façon dont doit se dérouler cette guerre, il y a bien que ça. C'est-à-dire que la parole du chancelier allemand, du Premier ministre britannique ou du président français est malheureusement secondaire. Est-ce à dire qu'il ne faut rien faire ? Bien sûr que non. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la solution diplomatique, sur l'aide humanitaire, sur tous les sujets ô combien importants dont nous parlons depuis quelques minutes. En revanche, il est vrai que c'est aussi dans la diplomatie vis-à-vis des Américains et dans la pression qu'on peut mener à Washington pour essayer de convaincre Trump qu'il y a aussi, je pense, une des solutions à ce conflit. Pour refermer ce chapitre, hier soir, les mots, ça ne vous a pas échappé, « Stop génocide Gaza » ont été projetés sur le ballon de la vasque olympique à Paris par Amnesty International. Le buzz, toujours le buzz. Victor, est-ce qu'il faudrait punir ce genre d'action ou ça reste de la liberté d'expression, Victor Hérault ? Alors, si vous voulez, ma position personnelle, moi, je suis un partisan de la liberté d'expression absolue et totale. Donc, je ne dirais jamais même quand ça prend le pas sur un événement qui n'est pas organisé par eux. Tout à fait. Alors moi mais ça c'est ma position tout à fait personnelle. Donc je ne dirais pas qu'il faut condamner Amnesty International alors que je dirais qu'il faudrait défendre un autre. Voilà. Donc par souci de cohérence, non, je ne dis pas qu'il faille condamner juridiquement. Vous m'entendez. En revanche, dans le discours, c'est politiquement qu'il faut l'attaquer parce que si vous voulez faire taire ce genre de discours-là, ça ne fera que confirmer les gens qui y croient déjà, confirmer ce qu'ils pensent et confirmer ceux qui risquent de basculer dans cette pensée-là. Je trouve que dans ce débat vis-à-vis de la situation à Gaza, le mot de génocide est parfaitement employé à tout va, à tort et à travers. Je veux dire, on ne peut pas s'interdire d'employer ce mot-là, mais on ne peut pas non plus l'employer à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne qui emploie le mot de génocide doit parfaitement étayer ce qu'il est en train de dire, doit démontrer qu'Israël a l'intention d'éradiquer la population à Gaza, puisque c'est ça un génocide. Et à ce moment-là, moi je ne suis pas pour interdire le mot, je ne suis pas pour interdire la parole, je suis en revanche pour combattre politiquement et demander à l'adversaire de dire précisément ce qu'il sous-entend et de le démontrer. Mais en revanche, si vous commencez à dire qu'il faut condamner juridiquement les gens qui emploient ce mot-là ou qui projettent ce genre de jeu, vous ne ferez qu'aggraver la situation parce que leurs partisans seront confortés dans leurs convictions, c'est-à-dire, effectivement, on nous interdit de dire qu'il y a un génocide, c'est bien qu'il y en a un et qu'on doit le cacher. Victor Hérault et Paul Melun, vous restez avec moi, on se retrouve juste après le journal permanent de 19h45 et nous allons parler de votre passeport, car suivant sa nationalité, on peut aller dans plus ou moins de pays sans visa. Oui. Voilà, il y a des passeports plus ou moins intéressants à avoir. Bon, bien évidemment, le passeport français est a priori plus avantageux que le passeport irakien, on en parlera tout à l'heure. On en parle juste après le journal permanent de Maël Laurent sur Europe 1.